nous allons relire donc, la fiche de cours sur la relativité restreinte. Donc le premier grand 1 principe, c'est l'invariance de la vitesse de la lumière, le postulat d'Einstein. Donc la lumière se propage donc avec la même célérité c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide, quel que soit le référentiel d'étude. Donc quelques tests expérimentaux qui ont montré cette invariance de la vitesse de la lumière. Nous en avons étudié quelques-uns en classe. Donc l'expérience d'Arago, vers 1810, Arago place un prisme sur le trajet de la lumière émise par différentes étoiles. La déviation des rayons lui fournit alors une mesure de la célérité de la lumière incidente. Celle-ci ne dépend pas du déplacement de l'étoile vis-à-vis de la Terre. Donc imaginez une étoile qui envoie de la lumière sur un prisme avec la vitesse ici de la Terre par rapport à l'étoile qui varie au cours du temps. Donc Arago n'a jamais observé d'effet de la différence de la vitesse de la lumière, puisque la vitesse de la lumière serait ici relative et pourrait prendre en compte ici cette vitesse de la Terre par rapport à l'étoile. Il n'en est rien. Donc la vitesse de la lumière est toujours égale ici à la vitesse de la lumière. C'est une première démonstration de cette invariance, puisque si la vitesse de la lumière variait selon le référentiel, elle devrait prendre en compte la vitesse relative ici de la Terre par rapport à l'étoile. Or, aucun effet n'a été observé. Deuxième expérience, l'expérience de Michelson et Morley. À la fin du 19e, Michelson met au point un appareil très sensible qui exploite le phénomène d'interférence. Vous avez ici une source de lumière qui ici envoie de la lumière sur une lame semi-réfléchissante. Cette lame semi-réfléchissante laisse passer une partie de la lumière et ensuite une partie va être réfléchie ici. Ici vous avez le signal lumineux qui est réfléchi va se réfléchir cette fois-ci totalement sur un miroir pour revenir sur la lame semi-réfléchissante, la franchir pour aller sur la lunette, et ensuite la lumière qui était ici qui avait passé la lame semi-réfléchissante va se réfléchir sur un miroir et ensuite revenir sur la lame semi-réfléchissante pour se réfléchir et dans ce cas-là aller aussi sur la lunette. Vous avez ici deux rayons qui peuvent interférer puisqu'ils proviennent de la même source. Qui sont deux rayonnements qui sont cohérents. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? Celui-ci permet de mettre en évidence les possibles variations de la célérité de la lumière lorsqu'elle se propage dans la direction du mouvement de la Terre ou dans la direction perpendiculaire. En effet, si on regarde cette expérience du dessus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un rayon qui arrive sur la lame semi-réfléchissante, un aller-retour et superposition des deux rayons ici dans la lunette d'observation. Si on joue sur les distances entre L1 et L2, on peut créer ici une différence de marche entre les deux rayons pour observer ici en lumière blanche des irisations colorées. Par contre, si la vitesse de la lumière variait, vous voyez bien que ici, si par exemple vous avez une vitesse de déplacement par rapport à la Terre qui serait dans ce sens-là, vous voyez bien que dans ce cas-là, la lumière a une vitesse de déplacement dans le sens du mouvement de la Terre, après dans le sens inverse, et ici on est dans une direction perpendiculaire. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un effet de la vitesse, que la vitesse de la lumière change dans cette direction-là, qui est la direction du mouvement, ou dans la direction perpendiculaire. Or, aucun effet n'a été observé, donc la célérité de la lumière ne dépend pas du mouvement de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est la même dans cette direction-là que dans cette direction perpendiculaire, même s'il y a un mouvement global de l'objet lié à la Terre qui serait dans le sens ici, vers la droite. Ensuite, l'expérience d'Alvaguer. Alvaguer s'intéresse lui en 1964 à des particules, les mésons π0 qui se déplacent à grande vitesse. La vitesse est égale à 0,999 fois c, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Son étude des photons émis avec ces particules lors de leur désintégration, ces particules ne sont pas stables, elles se désintègrent en deux photons gamma, montre que la célérité de la lumière est bien c et non v plus c, qui serait égal à 1,999 fois c, comme le prédirait la composition des vitesses de Galilée. Alors, pour comprendre cette expérience-là, c'est celle qui est un peu la plus facile à comprendre, c'est-à-dire que ici vous avez des pions, les fameux mésons π0 qui sont émis et qui sont détectés, et on voit que ici les photons gamma là sont détectés dans des dispositifs particuliers. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les particules qui arrivent ici normalement se trouvent à 0,999 fois c.
elle se désintègre. Donc elle se désintègre tout en se déplaçant donc à la vitesse de 0,999 fois c, en émettant 2 photons gamma. Or, si les photons gamma se propagent donc à la vitesse de la lumière, ils devraient se propager donc à la vitesse c. On peut légitimement penser dans un premier temps que si la source se déplace donc à la v égale 0,999 fois c et qu'elle émet donc des photons donc, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, normalement dans un référentiel fixe à la vitesse de la lumière, on pourrait légitimement penser que la vitesse des photons serait égale à v plus c, qui est égale à 1,999 fois c. Alors c'est un peu la même idée que si vous êtes dans un TGV qui se déplace, on va dire, à 300 km/h, et que vous lancez une pierre. Imaginez quelqu'un qui regarde le TGV passer, il voit passer donc le TGV avec vous dedans, par exemple à 300 km/h. Si vous vous mettez donc à jeter une pierre très vite dans la direction donc, du mouvement, imaginez que vous la lancez, je ne sais pas moi, comme allez, on va dire un serveur donc, au tennis peut lancer donc, des balles en la frappant à peu près 100 km/h. Imaginez que ne serait-ce que vous la mettiez à 50 km/h. Donc si vous la lancez à 50 km/h, alors que vous êtes dans un TGV qui roule à 300 km/h, si moi qui suis assis dans mon pré, je regarde la pierre, je la verrai aller donc à 300 km/h la vitesse du TGV, plus 50 km/h la vitesse donc de l'objet que vous jetez, mais les 50 km/h, c'est des 50 km/h par rapport au TGV. Donc par rapport à moi, tout se passe comme si je le voyais avec une vitesse de 300 plus 50 km/h. Donc ça c'est la fameuse loi des compositions de vitesse de Galilée en mécanique classique. Donc c'est pour ça qu'on pourrait s'attendre à ce que les photons ici, détectés, donc, aient une célérité de 1,999 fois c, puisque donc la source se déplace à 0,999 fois c, et que chaque photon gamma normalement se propage à la vitesse de la lumière. Or il n'en est rien. On détecte des photons ici qui se déplacent bien à la vitesse de la lumière c, donc la vitesse de la lumière est bien, si vous voulez, constante. C'est un peu comme si vous preniez donc une lampe qui émet de la lumière qui se propage donc à la vitesse de la lumière. Si vous prenez cette lampe et que vous la mettez donc en mouvement, aussi vite soit-elle, les photons émis par cette lampe se propageront toujours à la vitesse de la lumière c. Alors ensuite, donc nous arrivons donc à la relativité restreinte. Donc la relativité restreinte. Donc on a défini ce que c'est qu'un événement. Un événement est un phénomène qui se produit donc à un endroit précis de l'espace, à un instant donné dans le temps. Ces coordonnées x, y, z et c fois t dépendent du référentiel. Donc ça c'est les fameux coordonnées spatio temporelles. Alors pour regarder bien, on a x, y, z, donc ça c'est des coordonnées spatiales, et on a c fois t. Alors pourquoi on a fait c fois t? Parce qu'en fait c fois t est homogène à une distance, donc c'est pour ça que c'est homogène à x, y, z, mais ce sont bien des coordonnées spatiales, là il y a des coordonnées spatiales, et là temporelles. Le temps est alors une grandeur mesurée donc par une horloge. En physique classique ou newtonienne, le temps est absolu. Il s'écoule indépendamment des conditions extérieures et de la même façon pour tous les observateurs, qu'ils soient en mouvement ou pas. Selon la théorie de la relativité restreinte, l'écoulement du temps, lui, dépend du référentiel. La durée entre deux événements dépend donc du référentiel d'observation, comme on va le montrer ensuite. Donc dans ce cas-là, dans la relativité restreinte, ce qui est absolu, c'est pas le temps, c'est la vitesse de la lumière. Temps propre. Donc la durée propre ou le temps propre entre deux événements donc, est l'intervalle de temps delta t0 mesuré donc, par une horloge fixe d'un système de référence qu'on appellera donc le référentiel propre galiléen, où les deux événements se produisent au même point. C'est important, c'est où les deux événements se produisent au même point. On utilise donc les termes de temps propre ou de durée propre. Donc on mesure une durée ou un temps propre dans un référentiel où les deux événements donc, qui définissent ma fameuse durée se produisent au même point. Alors, pour comprendre ça, donc imaginez donc, si vous prenez donc, une horloge de lumière, donc ce qui est décrit ici, une impulsion lumineuse effectue un va-et-vient entre deux miroirs parallèles et distants de L. Donc l'ensemble est placé à l'intérieur d'un tube embarqué dans une fusée se déplaçant horizontalement. Donc horizontalement dans cette direction-là. Donc la mesure se fait donc entre les deux événements qui sont l'envoi ici et la réception de l'impulsion lumineuse. Donc ces deux événements ont lieu. Alors imaginez que vous soyez dans ce tube se déplace,
donc dans le sens du déplacement ici. Mais si on se place et si on regarde, donc on place nos yeux ici dans le tube qui lui se déplace. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait l'émission et la réception se placent exactement au même endroit. Donc c'est pour ça que ce référentiel-là sera ce qu'on appelle le référentiel propre, puisque l'émission et la réception se font au même point. Donc ça veut dire que les durées mesurées dans ce référentiel-là seront ce qu'on appelle donc des durées ou des temps propres. Ensuite, quand on se place donc dans le référentiel de la Terre, donc lui qui est, on regarde la fusée bouger, qu'on regarde donc l'impulsion, on voit que l'impulsion, tout se passe comme si l'impulsion, donc voilà, parcourait une distance ici, L', L' étant supérieur à L. Donc dans ce cas-là, l'émission et la réception ne se passent pas au même endroit. Donc c'est pour ça que ce référentiel-là, donc le référentiel terrestre ici, donc ne serait pas un référentiel propre. Donc c'est pour ça que ici la durée ne serait pas mesurée, ne serait pas donc par définition la durée propre. Alors ensuite, le fameux phénomène de dilatation des durées. Donc l'intervalle de temps delta t0 entre deux événements mesurés dans le référentiel propre R0 est toujours plus court que l'intervalle de temps delta t' entre ces mêmes événements mesurés dans un autre référentiel galiléen se déplaçant, lui, à une vitesse v par rapport à R0. Donc si je reprends l'exemple précédent, la durée ici delta t0 pour faire l'aller-retour, donc entre les deux événements, l'envoi et la réception, cette durée-là, cette durée propre, puisque ça se produit au même point, sera nécessairement donc plus courte que la durée qui sera observée dans le référentiel terrestre. Ici est noté dans ce cas-là delta t'. Donc là v, donc la vitesse v étant la vitesse constante ici, donc étant la vitesse par rapport au référentiel R0. On a la relation que nous avons démontrée dans l'activité qui est la suivante, qui est que delta t', donc la durée mesurée dans le référentiel qui n'est pas propre, c'est-à-dire là où les deux événements ne se produisent pas au même point, est égale à gamma, donc le facteur gamma fois la durée propre, donc la durée entre les deux événements qui se produisent au même point. Et ce fameux facteur gamma, donc il a une expression qui vaut 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc c'est un nombre sans unité avec des vitesses qui s'expriment bien entendu en mètres par seconde. Donc les intervalles de temps sont quasi identiques tant que les référentiels se déplacent à des vitesses faibles devant la vitesse de la lumière, mais les différences sont très sensibles lorsque la vitesse de l'objet devient proche de la vitesse de la lumière. En effet, on a fait ici quelques calculs très simples. Donc pour une particule au repos, pour un événement, pour un référentiel donc, qui se déplacerait à une vitesse nulle par rapport au référentiel propre, donc on aurait un gamma de 1, si on met V ici. Si on a un vélo donc, qui se déplace à 20 km/h, on aurait un gamma qui vaudrait donc 1 plus 1,7 fois 10 puissance moins 16. Donc ça veut dire qu'en gros, ça c'est juste écrit de manière à vous montrer qu'en gros, on aurait 1,000, vous mettez 15 zéros et à la fin, vous mettez un 1,7. Donc c'est pour vous montrer que c'est sensiblement égal à 1. Ensuite, pour le TGV qui se déplacerait à 300 km/h, on aurait un gamma qui vaut 1 plus 3,9 fois 10 puissance moins 14. Donc tu es toujours sensiblement égal à 1. Ça veut dire qu'en gros, ça joue sur le 14e chiffre après la virgule. Une navette spatiale qui se déplace, elle, à 7,7 km par seconde. Vous imaginez, en une seconde, elle fait 7,7 km. Et pourtant, dans notre inconscient, c'est quand même quelque chose qui se déplace vite. Ben, on a un gamma qui vaut 1 plus 3,3 fois 10 puissance moins 10. C'est-à-dire qu'il y a une variation sur le 10e chiffre après la virgule. Mais c'est encore tout le temps supérieur à, sensiblement, égal à 1. Pour des particules muons cosmiques, donc on trouve dans le cosmos, qui se déplacent, eux, à 0,993 fois C, dans ce cas-là, le facteur gamma est égal à 8,5. Donc 8,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce référentiel-là, la durée mesurée dans le référentiel qui n'est pas propre est égale à 8,5 fois la durée mesurée dans le référentiel qui est propre, c'est-à-dire là où se produisent les deux événements au même point. Donc cela commence à être un facteur qui est relativement important et à prendre en compte. Alors ensuite, les preuves expérimentales de ce phénomène. Donc il en existe plusieurs. Donc les muons, donc on a fait cette activité. Donc les muons dans l'accélérateur,
au CERN, donc a permis donc de montrer donc la véracité donc de cette théorie. Donc des muons donc sont des particules instables qui se désintègrent en un électron et un positon, donc en produisant des neutrinos. Donc on vous donne ici l'équation. Donc on vous dit que la durée de vie d'un muon au repos noté T0, donc 0 temps propre, vaut environ 2,2 microsecondes. Donc on vous dit que cela signifie que si l'on considère une population N0 de muons à repos à une date prise, et dans ce référentiel où ils sont au repos, alors à la date T, il ne resterait plus que, donc ça c'est la même loi que des lois de radioactivité, donc N égale N0 exponentielle de moins T sur T0, c'est bien un moins ici. Et en 1976, donc au CERN, on a comparé la durée de vie des muons au repos, donc c'est 2,2 microsecondes, à celle des muons en mouvement très rapide à la vitesse de 0,9994 fois c. Et donc au CERN, ils ont mesuré dans le laboratoire une durée de vie, taux, qui est environ égale à 63,8 microsecondes. Donc la durée de vie mesurée ici dans le référentiel donc, du CERN, ici dans un référentiel terrestre, est beaucoup plus grande que la durée de vie mesurée dans le référentiel propre ici, donc du muon. Donc ceci est donc conforme à la prédiction donc, de la relativité restreinte, puisque quand on calcule le facteur gamma, on trouve 29, et on remarque ici, la valeur de taux, ici 63,8 divisé par 2,2, fait à peu près 29. Alors il y a une autre expérience donc qui sont les muons cosmiques, donc ça c'est aussi ce qu'on a étudié donc dans l'activité. Il y a des expériences donc sur les horloges, dans les horloges embarquées, donc ce qu'on appelle l'expérience de Haefele et Keating. Donc eux, ils ont donc deux parcours ont été successivement empruntés par 4 horloges, le premier vers l'est et le second vers l'ouest. Donc vous voyez, on a un parcours de 65,4 heures, de 41,2 heures. Donc ils regardent. Donc il y a une horloge qui reste ici, donc au référentiel terrestre. Il y a une horloge qui est embarquée donc dans un avion qui se déplace vers l'ouest et une horloge qui se déplace vers l'est. On compare les durées donc au bout des temps de vol et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque donc que la durée, donc l'écart temporel à l'issue du voyage entre les horloges embarquées et la référence atomique restée sur Terre, donc elle vaut moins 59 plus ou moins 10 nanosecondes. Donc sur un voyage, vous imaginez sur un voyage quand même, sur un voyage de 65 heures et de 41 heures, on a un décalage donc de 59 plus ou moins 10 secondes. Donc vous imaginez la précision de la mesure, on est sur des nanosecondes alors qu'on parle de plusieurs dizaines d'heures de voyage, alors que quand on fait les calculs, on s'attendait à moins 40 plus ou moins 23. Donc on voit bien que les deux intervalles de confiance se chevauchent, donc pour le voyage vers l'est et également pour le voyage vers l'ouest, puisque ici donc on attendait moins 273 plus ou moins 7, et donc on attendait, on a mesuré avec en tenant compte des incertitudes avec toutes les horloges 273 plus ou moins 7, alors qu'on attendait 275 plus ou moins 21. Donc on voit bien qu'il y a un recouvrement des intervalles de confiance démontrant que la différence de durée donc attendue entre la théorie de la relativité restreinte, donc la durée entre l'horloge qui est restée sur la Terre et les horloges qui sont en déplacement dans les avions vérifie bien les durées de la relativité restreinte. Donc nous espérons que cette vidéo vous aura été utile.